chaleur, chaleur. Chaleur, chaleur. Bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 septembre 2025. Bon, lundi à tous, ce que vous voyez au début n'est essentiellement qu'une continuation de la routine habituelle et nous en parlerons spécifiquement dans quelques minutes. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à souligner qu'aujourd'hui est une date très importante, le 70e anniversaire de Valery Gerasimov, le chef de l'état-major général de l'armée russe et des forces armées. Il est évidemment le commandant du groupement unifié des troupes dans la zone de l'opération militaire spéciale. Si vous regardez qui est Valery Gerasimov, je veux souligner quelque chose, c'est un homme qui a même reçu les éloges de personnes comme Valery Zaloujny, qui l'a qualifié de plus grand stratège à ce jour. Je précise que M. Zaloujny, ancien commandant des forces armées de l'Ukraine, un homme connu comme un boucher, qui a envoyé à la mort un très grand nombre de ses propres soldats sur les plans et ordres de l'OTAN, particulièrement des généraux américains et britanniques, est aujourd'hui ambassadeur de ce qui reste de l'Ukraine au Royaume-Uni. Eux-mêmes ont démontré qu'ils ne sont tout simplement pas de la même ligue que Gerasimov. Aucun d'entre eux. Quand on examine les antécédents de Gerasimov, ce qui est à bien des égards typique des généraux et amiraux qui peuplent la structure de commandement des forces armées russes, on ne trouve pas cela, par exemple, sur le wiki occidental ou anglophone. Mais je peux vous en donner un petit aperçu. C'est essentiellement pourquoi il n'y a pas un seul officier général de l'OTAN qui soit ne serait-ce que dans la même ligue. Comme vous pouvez le constater par vous-même, cette information provient du wiki russe et est correcte, confirmée et corroborée par toutes les autres sources. Il a en fait commencé son service alors qu'il était encore lycéen à l'école militaire Souvorov de Kazan. Ce n'est pas de l'école ennuyeuse que M. Trump a fréquentée. Non. À cette époque, en Union soviétique, on y entrait pour y terminer les 9e et 10e années. N'oubliez pas qu'on étudiait 6 jours par semaine. C'était une vraie école militaire. On y étudiait évidemment toutes les matières classiques, mais généralement à un niveau bien plus élevé, comme la physique ou la chimie. Et on y faisait énormément de choses qui préparaient déjà aux réalités militaires. Utiliser des armes, apprendre à conduire des camions et des voitures, recevoir une introduction de base à la tactique des sous-unités, s'entraîner, tirer, aller sur les champs de tir. C'était le début de la formation militaire au lycée. Beaucoup d'écoles étaient comme ça. Ensuite, bien sûr, lorsqu'on était diplômé des écoles militaires Souvorov ou Nakhimov pour la marine, on entrait dans les écoles supérieures d'officiers, les académies, sans examen d'entrée. On y allait directement, en choisissant en fonction de ses résultats. M. Gerasimov s'est ainsi inscrit à la célèbre école supérieure de commandement des chars de Kazan, une académie pour officiers des blindés, où l'on étudie évidemment toutes sortes de choses, y compris la guerre interarmes. Après être sorti lieutenant, on commence à servir comme officier, en commençant par commandant de peloton, et on gravit les échelons. Il a fini par commander une brigade, un type de formation tactique supérieure. Ensuite, on va à l'académie militaire, un collège de guerre, mais pas pour quelques mois, pour 2 ans. Il est allé à l'académie militaire des forces blindées, a servi à participer à toutes sortes de situations et a finalement intégré l'académie militaire de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie. À travers tout cela, il a commandé des unités et des formations lors de 2 campagnes tchétchènes. Il a commandé lors de la prise de la Crimée. Il a commandé en Syrie. Le gars a en fait tout gagné. Et voici le point que je veux souligner à nouveau. Les gens doivent comprendre
outre le fait qu'il a un diplôme de 3e cycle, comme moi j'en ai un en ingénierie, car à l'école des chars, on traite des problèmes d'ingénierie liés aux chars, blindés, transport de troupes, automobiles, ce qui signifie que c'est le domaine de l'ingénierie. On obtient un diplôme de 1er cycle en sciences militaires. Une fois qu'on va au collège de guerre, puis à l'académie spéciale de l'état-major général, il faut comprendre qu'il n'a pas seulement un diplôme de 3e cycle en ingénierie. Il a un doctorat. Il est docteur en sciences militaires. On ne commande pas sans une solide formation académique. Quand on regarde combien il a étudié tout en servant et en faisant la guerre, 2 ans à l'école Souvorov, la première étape, plus 9 ans dans toutes ces autres académies et écoles d'officiers. 11 ans de pure académie sérieuse, ce n'est pas de la camelote ou le SAT. Vous ne croiriez pas à quoi ressemblent les examens d'entrée des écoles d'officiers en Russie. Et le voici. Il a 70 ans, c'est un homme d'une stature incroyable, l'objet d'une haine basée sur la simple jalousie professionnelle, car il n'y a pas un seul leader militaire de son niveau dans l'OTAN, il est dans une ligue à part. Je félicite évidemment Valéry Gerasimov pour ses 70 ans. Que puis-je dire ? C'est un génie militaire. Beaucoup doivent comprendre que c'est lui qui a tout commandé, qui a vaincu un Occident unifié et l'a essentiellement démilitarisé. Oui, il est sûrement le plus grand stratège vivant aujourd'hui. Que puis-je dire ? Allez envier, allez débattre, surtout quand on regarde ce qui est enseigné et comment ça l'est dans les pays anglophones par exemple. J'ai une assez bonne idée de ce qui se passe. On finit avec ça et Maria Zakharova, oh mon Dieu, c'est juste, voilà. Maria Zakharova a parlé aujourd'hui des relations étrangères de l'Union européenne, évoquant le haut représentant Josep Borrell. Borrell est en fonction, mais cette réalité s'étend à toutes les élites militaires et politiques de l'Occident combiné. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères s'est moquée de la diplomate en chef du bloc pour avoir stéréotypé les Russes et les Chinois. Les remarques de Borrell sur les Russes et les Chinois l'ont exposé comme étant fondamentalement inculte. Ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique structurelle. Tous ceux qui sortent des universités occidentales avec leur diplôme sont profondément incultes. Le sommet politico-militaire occidental est essentiellement inculte. Borrell a produit une absurdité totale, ce que les gens appellent une brain fart ou une diarrhée cérébrale. Elle a déclaré « Les Chinois sont très bons en technologie, mais pas si bons en sciences sociales. Et les Russes ne sont pas bons en technologie du tout, mais excellents en sciences sociales. » Elle est tout simplement imbécile. Diplômée de l'université de Toulouse puis d'une école de commerce, elle représente ces sciences humaines militantes, abétissantes, qui dominent non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Pour démontrer cela avant d'aborder la situation sur les lignes de front, voici un exemple frappant. Prenons M. Kouleba, ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien. Savez-vous où il se trouve maintenant ? À l'Institut Belfer de Harvard, une autre institution pseudo-académique spécialisée en relations internationales. Comme vous pouvez le comprendre, lui aussi est profondément inculte. Comme la majorité des personnes dans ces think tanks et écoles qui enseignent n'importe quoi, il y enseigne désormais. Ne soyez donc pas surpris que les États-Unis échouent dans tous les domaines de la géopolitique appliquée. Kouleba a confessé avoir fui l'Ukraine. Il a déclaré « Je n'ai jamais pensé que je devrais fuir mon pays comme un voleur dans la nuit. » En réalité, l'élite politique ukrainienne est essentiellement composée de voleurs et de barons pillards. L'ancien ministre a souligné que le décret de Zelensky ne concernait pas les restrictions de départ pour les hommes mobilisables, les ex-diplomates n'étant pas soumis au service militaire. Il a ajouté que selon lui, Zelensky et son entourage ne veulent pas que d'anciens diplomates voyagent à l'étranger et expriment des positions divergentes. Cette situation représente l'état normal du gouvernement ukrainien de ce pays virtuel. Cela nous révèle tout ce que nous devons savoir sur la situation actuelle.
Examinons maintenant la situation sur les lignes de front qui expliquent les lamentations médiatiques. Si nous observons les analyses de nos amis Murzin et Papov il y a 3 jours, nous voyons immédiatement un front extrêmement actif sur toute sa longueur. Comme je l'indiquais dans ma vidéo précédente, les Russes n'avanceront pas sur Konstantinivka avant d'avoir neutralisé ce abcès. À Chaziviar, les Russes nettoient méthodiquement la zone encerclée. Ensuite viendra Konstantinivka, constamment sous le feu. Certains parlent de barrage, où sont détruits les objets abritant les unités militaires ukrainiennes restantes. Pendant ce temps, à Kupiansk, les Russes progressent. Un nouvel encerclement, un nouveau chaudron se forme sous la direction du général Gerasimov. Toutes sortes d'installations militaires sont réduites en miettes. J'ai écrit sur cette situation du bâtiment gouvernemental de Kiev prétendument attaqué par les Russes. En regardant attentivement, cela n'a rien à voir avec une attaque russe. Les Russes nient catégoriquement et ressemble plutôt à un missile de défense aérienne ukrainien, comme c'est désormais la tradition. Dans l'ensemble, quand on observe attentivement la situation sur le front et l'avancée russe, on voit l'œuvre du général Gerasimov et de son état-major, particulièrement la direction des opérations. Gerasimov connaît parfaitement son sujet et dirige avec l'aide d'un corps d'officiers exceptionnel. Il fête son anniversaire avec des succès militaires significatifs. Par conséquent, sachant que Trump est mal informé sur la situation en guerre, et après l'hystérie des dirigeants ukrainiens et des faucons de guerre du Pentagone et de la CIA, Trump annonce soudainement être prêt à mettre en œuvre la deuxième phase des sanctions contre la Russie. Le président Trump a déclaré aux journalistes dimanche être prêt à passer à cette deuxième phase de sanctions suite aux frappes aériennes russes en Ukraine. Ces frappes combinées massives continueront, je me répète, jusqu'à m'en irriter la langue. La Russie produit et peut déployer 600 géranium par jour, sans compter les missiles et autres moyens. Pourtant, Trump donne à la Russie un ultimatum de 50 jours. Il donne des ultimatums à tout le monde, c'est ridicule. En juillet, en réalité nous sommes en septembre maintenant, quel est donc le problème avec cet ultimatum de 50 jours? Il ordonne au Kremlin de mettre fin à sa guerre en Ukraine, sous peine de nouvelles sanctions et de répercussions économiques de la part des États-Unis. Bien sûr, évidemment, en conséquence, même le Newsweek de centre droit doit l'admettre. Ils reconnaissent que la Russie répond à la menace de sanctions de Trump. La Russie a rejeté les derniers commentaires du président américain Donald Trump concernant de nouvelles sanctions liées à la guerre en Ukraine, affirmant qu'elles n'ont aucun effet et sont absolument inutiles. Ne l'ai-je pas déjà dit? En fait, soyons encore plus clairs. J'ai bâti ma carrière là-dessus. Depuis 2014, j'explique à tous ceux qui me lisent et qui lisent mes livres que peu importe comment vous sanctionnez la Russie, c'est inutile. Absolument inutile. Les Russes ne sont pas, la Russie n'est pas un pays que vous pouvez sanctionner. Enfin, vous pouvez essayer. Mais le problème, comme je vous l'ai déjà expliqué avec Borrell, c'est que la plupart de ces gens, y compris dans l'administration Trump, sont profondément incultes. Vous ne pouvez pas obtenir une éducation normale dans l'Ivy League, surtout en ce qui concerne les relations internationales, la géopolitique appliquée, ou tout ce qu'ils étudient dans cette pseudo-science politique. Vous avez donc des gens qui sont principalement des avocats, ils savent interpréter les textes et faire de la démagogie, si on peut utiliser ce mot comme verbe. C'est ce qu'ils font. Ils ne font rien de concret en matière de gouvernance parce que ils ne savent pas comment faire. Le système éducatif américain ne leur apprend pas. Il ne vous apprend pas à gouverner. Ils prétendent vous enseigner la gouvernance, mais c'est pas vraiment de la gouvernance. Bien sûr, vous pouvez obtenir des diplômes en fiscalité, ce qui est important. Ne vous méprenez pas. Certains secteurs de la finance sont cruciaux, comme la comptabilité. Mais, pour l'essentiel, tout cela est superficiel. Il s'agit de savoir qui obtient quoi une fois qu'ils atteignent les cercles du pouvoir, dans les médias, le Congrès, etc. Et à quel point ils veulent se corrompre. Un point, c'est tout. C'est une faille systémique.
C'est pas qu'une chose ne fonctionne pas ici ou là et qu'on pourrait la réparer. Non, vous ne pouvez pas. C'est ça le problème. Le système a cessé de fonctionner. Et cela devait arriver étant donné sa nature et le niveau académique désastreux des gens. Tous ces crétins avec des doctorats, les États-Unis et l'Europe sont les premiers producteurs de crétins diplômés et par conséquent, vous avez des gens comme M. Navarro, par exemple, qui n'a aucune notion d'économie, mais qui est le conseiller principal de Trump. Navarro n'a jamais dirigé la moindre entreprise de sa vie, et pourtant, le voilà qui se prétend expert en commerce international et en économie. Sûrement, il n'y connaît rien. Résultat, une reproduction constante de l'imbécilité qui n'aboutit à rien. Mais quand on parle de sanctions et de pourquoi les Russes disent à Trump, en gros, d'aller se faire voir, regardez ceci, voici les principaux pays par ressources. Vous voyez, cela vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir. La Russie est en tête, et ce ne sont que les ressources confirmées. Il y en a d'autres encore en cours de découverte et d'évaluation, sûrement pour 75 billions de dollars supplémentaires. Mais la Russie trône au sommet du monde avec ses ressources. Charbon, gaz naturel, pétrole, bois, terres rares, minerais, absolument tout. Les États-Unis sont deuxièmes. C'est d'ailleurs, comme je le répète souvent, l'un des atouts qui pourrait permettre aux États-Unis de s'en sortir. Les États-Unis utiliseront-ils cet atout? Ils ont certainement les ressources nécessaires pour assurer leur développement futur. Je l'ignore. Et c'est bien le problème. Nous ne savons pas où tout cela va politiquement, mais comme vous pouvez le constater, oui, la Russie domine le monde. Encore une fois, ce ne sont que les ressources confirmées. Mais si vous creusez davantage, vous devez prendre en compte, comme je l'ai dit, un chiffre supplémentaire de 75 billions. En réalité, si vous regardez attentivement le champ gazier et pétrolier de Stockman, par exemple, il représente sûrement à lui seul 75 billions de dollars en valeur, ce qui signifie que c'est colossal. C'est pourquoi la Russie est le seul pays au monde qui peut facilement s'offrir ce qu'on appelle l'autarcie. Et devinez quoi? Le problème, c'est qu'il faut expliquer à tous ces gens incultes qui mènent leur pays respectif à la ruine, comme la France par exemple, qu'ils sont en réalité pauvres, à l'exception des États-Unis. Les États-Unis sont un pays extrêmement riche, mais totalement dysfonctionnel. Il reste néanmoins beaucoup de richesses humaines réelles, capital humain, technologie, qui font encore des États-Unis une superpuissance. Le reste est inutile. Et vous ne pouvez pas leur faire comprendre que les Russes peuvent vivre complètement seuls en autarcie quasi totale. C'est le seul pays au monde pleinement préparé à l'autarcie et ils s'en sortiront plutôt bien. Mais bien sûr, ce matin même, Vladimir Poutine et les dirigeants des BRICS ont de nouveau discuté pendant 1h30 lors d'une réunion virtuelle. Ils parlaient essentiellement de la mise en place du nouvel ordre mondial et pour enfoncer le clou pour tous ces faucons de guerre et ces crétins diplômés de Stanford ou Harvard, voici ce qui se passe. La Chine a déclaré qu'elle était ouverte à ce que la Russie accède à ses finances. La Chine ouvre la voie à une levée de fonds par les géants russes de l'énergie. Sûrement qu'elle le fait. Les ventes d'obligations panda russes seraient les premières depuis 2010 à 7 et reflèteraient l'approfondissement des liens entre Moscou et Pékin. Oui, à quoi vous attendiez-vous? Si vous mettez ces deux pays ensemble, ils dominent le paysage militaire et économique mondial. Un point, c'est tout. Seuls des gens profondément incultes peuvent encore croire que l'Europe compte vraiment autant. La Chine est en train de rompre certains de ses liens économiques significatifs avec l'Europe, qui veut aussi sanctionner la Chine. Bonne chance. Vous ne pouvez pas expliquer à des imbéciles qu'ils sont imbéciles parce qu'ils sont imbéciles, ce qui signifie l'effet Dunning-Kruger dans toute sa splendeur. Et donc, pour en revenir à ce que les gens me demandent, Poutine a visité plusieurs sites industriels ces 72 dernières heures. Sergei Chemezov, le patron du géant russe Rostec,
lui a expliqué qu'ils étaient désormais totalement indépendants à 100% dans chaque élément de l'industrie aérospatiale, des micropuces au moteur, en passant par les systèmes. Et rappelez-vous, je vous ai montré que les Russes testaient déjà en série le Sukhoi Superjet, entièrement russe, y compris l'avionique. Ne soyez pas perturbés par l'histoire du GPS Garmin, qui, soit dit en passant, capte aussi le GLONASS dans le cockpit du Sukhoi Superjet. Ce qui signifie que ce n'est qu'une redondance supplémentaire. Généralement, les Russes font fonctionner leur système sur le GLONASS, le système de navigation globale. On parlait donc du Superjet, et nous savons que le MS-20 réussit très bien ses tests. Il franchit toutes les étapes nécessaires à la certification avec des systèmes entièrement russes, par exemple l'avionique, la cabine. Tous ces postes de pilotage vitré et tous les éléments de contrôle sont très similaires. Ils sont même pratiquement identiques entre le Superjet et le MS-21, mais beaucoup de gens oublient que les Russes produisent eux-mêmes tous ces éléments. Voici le Tu-214. Encore un autre appareil. Il est maintenant transféré à la compagnie aérienne Red Wings. Que puis-je dire? Nous avons, ce dont j'ai déjà parlé, 24 appareils prêts, enfin pas tout à fait prêts, mais prêts à être finalisés pour le Superjet. C'est le lot actuel. Et bien sûr, d'autres cellules sont en construction. Ensuite, nous avons le MS-20 et un avec le PD-14 en production série depuis l'année dernière, et maintenant le TU-214, ils augmentent sa production actuellement. Oui, la Russie est le seul pays qui maîtrise l'ensemble de la chaîne. Non, si quelqu'un veut me parler des États-Unis, prenons les avions gros porteurs, ce sont des appareils magnifiques. Le 737 n'est pas un gros porteur, mais le 777, je l'adore. Le 747 est le chef-d'œuvre de l'ingénierie aéronautique américaine. Cependant, même en termes de moteur, comme beaucoup le soulignent à juste titre Pratt, Whitney et General Electric, externalisent beaucoup de pièces vers l'Allemagne, le Royaume-Uni et ailleurs. Ils ne sont donc pas entièrement américains. Mais les Russes, eux, font tout eux-mêmes. Tout, sans exception. Tous ces PD-8 qui terminent leur certification et sont maintenant produits en série pour le Superjet, les PD-14 pour le M, S, 20 et 1, les P, S, 4, 20, 10A qui propulsent les TU-214. Et bien sûr, nous avons toutes sortes d'autres projets comme le PD-26 actuellement en phase de production et le PG-35 qui devrait être prêt pour la production vers 2030. Oui, ce sont toutes des pièces russes, toutes des technologies russes. Quand on regarde cela, c'est effectivement le seul pays qui maîtrise vraiment toute la chaîne. Prenons l'exemple d'Embraer, très respectable, construit au Brésil. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas de moteur brésilien à bord, pas de système brésilien. Tout est occidental. La même chose est arrivée avec le C9-119 chinois, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est sûrement pas vraiment un avion chinois, c'est essentiellement un avion fabriqué par les nations occidentales et équipé de tous les systèmes critiques. C'est pourquoi, soudainement, la Chine et ses médias en parlent bruyamment. La discussion porte sur le fait que les Russes produiraient et fourniraient des moteurs PD-14 à la Chine pour propulser son Comac qui, bien sûr, a été saboté par les États-Unis sur ordre du président Trump. J'en ai parlé pendant des années. L'approvisionnement en moteurs Pratt, Whitney serait coupé. Et c'est ce qui s'est produit. Soudainement, la Chine doit trouver une solution pour son programme qui est au point mort. Et c'est là que la Russie intervient avec son spectre complet de moteurs, des moteurs d'hélicoptères aux avions légers à moteur comme le Baïkal, que beaucoup ne comprennent pas, en passant par l'IL-114, c'est ce que font les Russes. Ils créent de la technologie complètement par eux-mêmes. Beaucoup de gens, évidemment ceux qui sont profondément incultes, ne comprennent pas cela. Vous ne pouvez pas l'expliquer à un diplômé moyen de Harvard
quelle que soit son école de droit ou d'études sociales. Ils n'ont pas la boîte à outils intellectuelle, ils n'ont pas la capacité de se représenter cela, car ils ne sont pas capables de comprendre la vraie guerre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, je doute que le Pentagone puisse même comprendre ce à quoi il assiste. Mais nous devrons attendre et voir. C'est le genre de situation complexe que je devais vous expliquer aujourd'hui. Avant de terminer, jetons un œil à ce décompte. Voici le bilan pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, les Russes continuent de faire ce qu'ils font de mieux. Neutraliser les forces de l'OTAN. Le meilleur proxy de l'OTAN. Ils admettent eux-mêmes, même le SK, admet qu'un autre boucher, qu'ils n'ont plus assez de personnel. Nous avons également la nouvelle vidéo des frappes iraniennes sur, par exemple, le bâtiment gouvernemental à Tel Aviv. Comme cela a été dit auparavant, Israël a évidemment tout verrouillé, censurant tout ce qui venait d'Israël pour dissimuler l'étendue des destructions causées par les frappes iraniennes. Une vidéo qui vient de sortir récemment montre à quel point la défense aérienne israélienne contre les missiles balistiques est efficace, entre guillemets, car en réalité, elle est pathétique. Nous savons que son efficacité est maintenant de 35%. Autant ne pas en avoir du tout. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. Ceux qui en ont les moyens, soutenez-moi sur Patreon ou offrez-moi un café ou deux, je devrais dire. Passez une bonne fin de semaine. Je vous parlerai plus tard. Au revoir.